Donc, on est présentement avec Sébastien Monette-Roy, bachelier de biochimie à l'UDM et technicien de laboratoire, et aussi un super fan de l'émission qui a écouté pratiquement tous les épisodes. Salut Sébastien. Bonjour, ça va bien Gab? Ouais, ça va, toi? Oui, très bien. Je suis content d'être à l'émission, enfin. Enfin, finalement. Juste pour dire, vous l'avez probablement déjà entendu parce qu'on a fait des épisodes de podcast ensemble il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, vous l'avez probablement entendu parler de son dans une émission que j'ai faite comme un montage récent. Et à la toute première émission d'Épistémia, on a aussi participé à un autre podcast qui s'appelle On a juste une vie. J'avais dit que j'allais pas faire de pub pour ce podcast-là parce que Narf, l'animateur, il veut que personne l'écoute. Fait que c'est comme c'est un hobby, tu sais. Là, c'est ça. Fait que si vous voulez le faire rager, allez l'écouter. Puis il va pas rager, il va être super content, mais... On va peut-être mettre un lien sur le post Facebook. Donc, Sébastien, t'es ici pour nous parler de la ou les méthodes scientifiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi, premièrement? Oui, c'est ça. Je me vois un peu comme un généraliste en termes, tu sais, comme d'orateur. Là. Je n'y ai pas pour parler, par exemple, d'une étude que j'ai réalisée moi-même d'un sujet super précis et pointu. Par contre, j'ai réalisé avec le temps que la méthode scientifique, c'est quelque chose qui avait transformé ma vie puis qui peut être utile un peu à tous un chacun. Qu'est-ce que c'est exactement? Si je veux faire une définition un peu personnelle, relativement courte, c'est l'ensemble des processus là, issus de la pensée ou de l'observation. Ça permet la production des connaissances scientifiques. C'est un peu vague. Mais c'est tout ce qui ressemble à prendre des mesures, faire des expériences, puis ce qui gouverne pourquoi et comment. Donc, l'affaire qu'il faut retenir, c'est que la méthode scientifique, c'est une façon de parler. En réalité, il n'y a pas une méthode qui gouverne tout, puis tu peux faire la grande recette à partir d'en haut de la page, puis avec ça, tu vas réduire toutes les sciences à une seule méthode là, qui tient dans un livre. C'est plutôt qu'il y a différentes cultures, ce qu'on appelle des cultures épistémiques. Pour bien en parler, je pense qu'il faudrait un petit peu juste dire c'est quoi épistémique. Ouais, ça serait bien. L'émission s'appelle Épistémia. Honnêtement, j'ai choisi le nom parce que ça sonnait cool. Ben, il reste que ça décrit un petit peu ce qui se passe à l'émission. L'épistémiologie, c'est la réflexion sur la science, essentiellement. Je pense que tu avais une définition très courte tantôt dont on parlait juste avant l'émission, hein, qui est assez satisfaisante. Mais en gros, c'est d'étudier les sciences et de répondre à certaines questions sur les sciences. Ouais, la définition comme telle, c'est l'étude critique des sciences. Ça, c'est la définition comme académique française. Il y a aussi une autre définition qui est comme un peu plus grande et que les anglophones utilisent, que là, c'est l'étude des connaissances comme telles et du savoir. Comment est-ce qu'on peut être sûr que nous autres, en tant qu'êtres humains, on a un savoir, ça? Donc, c'est ça. Les cultures épistémiques et non pas épistémologiques, c'est les différentes branches de méthodes scientifiques ou les différents outils qui sont dedans ou les différents canons là, qui gouvernent tout ça. Pourquoi on dit pas épistémologique? C'est parce que des cultures épistémologiques, ça serait des cultures qui sont contenues dans l'épistémologie elle-même. Là, on parle des sciences en tant que telles qui sont étudiées par tout ça, fait qu'on parle des cultures épistémiques. On pourrait dire des cultures scientifiques, j'imagine, mais épistémique, c'est un pas mal plus beau mot qui... ça sonne un peu plus scientifique aussi, hein. Ça sonne philosophie de la science. Ouais, c'est ça. Ce concept-là de culture épistémique, ça a été présenté d'abord autour des années 90 par une dame qui s'appelle Karin Gnarr-Cetina, sociologue autrichienne qui s'était posé toutes sortes de questions sur justement les différences entre les différentes branches de sciences. Son travail portait spécifiquement sur un genre d'analyse comparative entre la physique des hautes énergies, fait que ce qu'on voit dans un accélérateur de particules, et disons les biosciences là, comme la génétique, puis l'ingénierie des molécules biologiques.
Fait que de son travail est sorti que la méthode scientifique pourrait, d'un point de vue de compréhension, en tout cas, être divisée en différentes cultures épistémiques. J'ai sorti un autre terme dans mes notes, on pourrait les voir comme des canons méthodologiques. Ici, canon, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de règles qui régit un domaine conceptuel, dans notre cas scientifique, mais ça pourrait être religieux ou narratif. Fait qu'un canon, dans un sens religieux, c'est bon, quels livres de la Bible sont acceptables pour mon dogme spécifique, là. Fait que dans le catholicisme ou protestantisme, ou même dans le judaïsme, quels livres font partie du canon religieux? C'est ça, fait qu'on parle pas de l'arme de projection là, qui envoie des boulets. C'est ça, on parle ici de l'ensemble de règles. Ça peut être... c'est un peu la même chose que le canon narratif aussi. Donc, si on prend l'exemple de Star Wars, il y a le canon qui contient les romans, il y a celui qui contient que les films, il y a celui qui contient les séries dérivées. Fait que les amateurs de culture populaire vont être un peu versés dans ce que c'est un canon dans ce contexte-là. Ouais, surtout les amateurs de BD aussi. Oui, c'est ça. Donc, les cultures épistémiques, des canons méthodologiques pour les différentes disciplines, si on veut, qu'on a à effectuer pour arriver à des découvertes scientifiques. Bon, découvertes ou des vérifications, des justifications des phénomènes naturels. C'est pas toujours comme « Ah, j'ai découvert pourquoi les feuilles sont vertes ». Là. C'est « Je justifie comment la couleur arrive à mes yeux », par exemple. Tout ça, c'est à ne pas mélanger avec les méthodes ou les processus plus pointus qui sont inclus dedans. Souvent, on réduit la méthode scientifique à celle de la méthode hypothético-déductive, mais c'est aussi une bonne façon de représenter la méthode scientifique là, at large, disons. Que cette méthode-là, ça contient en gros quatre concepts. C'est d'arriver avec une théorie ou un préjugé ou une intuition. Puis à partir de ça, former une hypothèse. Ensuite de ça, faire une expérience pour vérifier l'hypothèse. Là, on va observer. L'observation, c'est la dernière étape. Pour voir, est-ce que la théorie initiale, est-ce que l'intuition initiale est vérifiée par l'expérience. Ça, c'est ce qu'on apprend au secondaire. Oui, c'est ça. Donc, tu as mentionné que Karine Hocknor a fait un travail pour étudier les différents, mettons, les différentes méthodes scientifiques entre... elle, c'était entre la science des hautes énergies et la génétique. Il doit y avoir des différences méthodologiques entre ces deux sciences-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça tient? Oui, nécessairement. C'est sûr que son travail est allé très très large et il a ratissé très large dans c'est quoi les différences entre les deux, même jusqu'au financement puis à l'organisation. Là. Par exemple, la physique des hautes énergies, c'est quelque chose qui est financé par des gouvernements qui demandent énormément d'argent, tandis que les biosciences, comme on pourrait dire, c'est plus un univers de start-up qui vont essayer de, développer des nouveaux médicaments et tout ça. Fait que déjà là, ça va influencer c'est quoi les méthodes qui sont utilisées. Est-ce que ça va être des universitaires qui sont toujours à l'école, qui sont invités à l'accélérateur de particules pendant X années, ou est-ce que c'est des chercheurs qui ont parti eux-mêmes un laboratoire, qui vont essayer de développer un engrais nouveau genre pour les fermiers? Juste ça, c'est sûr que ça change le contexte puis l'encadrement des découvertes. Ouais, parce que le financement va avoir pas différents débouchés, mais il va avoir comme des différentes conséquences à ce que ça va mener. Parce qu'admettons, tu es financé par un gouvernement, c'est pas la même chose que si tu fais un start-up, qu'éventuellement, ça va mettre à profit une technologie quelconque. Ouais, c'est ça. Ça va changer, entre autres, je vais probablement y revenir souvent parce que ma spécialité actuellement, c'est le contrôle de la qualité. En tant que technicien de laboratoire, c'est ce que je fais beaucoup. Au niveau contrôle de la qualité, je comprends que la start-up va plutôt être forcée de faire un certain contrôle de la qualité par des instances, tandis que quand on y va avec
les accélérateurs de particules, ben le contrôle de la qualité, c'est comme partie intégrante parce que c'est déjà gouvernemental, c'est déjà institutionnel, c'est déjà les universités qui gèrent ça. D'une certaine manière, ils vont avoir à faire un contrôle de la qualité parce qu'il n'existe aucune alternative. Là. C'est pratiquement la première étape, là, d'avoir que tout soit connu, mesuré, qu'on évalue les risques. Alors que du point de vue là, d'une start-up en sciences, on peut aller plus par tâtonnement, puis on va utiliser le contrôle qualité quand quelqu'un va nous demander des comptes à rendre. Par exemple, au moment où on va commercialiser le produit, c'est probablement à l'approche de cette étape-là que l'entreprise va être forcée de revoir toutes ses pratiques, implémenter un contrôle qualité qui part du début, qui va finir par ressembler à ce qui se passe dans une université ou une grande institution gouvernementale. Et là, peut-être à ce moment-là, ça va l'aider à, dans le futur, arriver à des résultats qui sont plus justes, qui sont plus précis, qui sont plus fiables, et ainsi de suite. Mais c'est ça, une entreprise de ce genre-là peut passer quelques années à essentiellement tâtonner en n'utilisant pas la meilleure précision immédiatement. Mais dans un accélérateur de particules, si tu n'utilises pas la meilleure précision immédiatement, tu n'as pas de résultat. Ouais, parce que tu as besoin d'être très précis pour avoir les données nécessaires pour trouver ce que tu cherches. Exact. On parle d'objets là, invisibles puis d'énergie incommensurable. Les marges d'incertitude veulent pas dire la même chose dans l'analyse là, des observations. Et on va probablement en parler un peu plus tard, mais c'est quoi exactement, mais pas exactement, mais en gros, les différences méthodologiques autres dans la théorisation puis dans la formulation d'une hypothèse qu'il va y avoir entre ces champs-là, admettons? Je pense que comme la découverte est en continu dans le cas de la physique des hautes énergies, les hypothèses vont souvent partir déjà d'un bagage énorme. Fait que ils vont être anormalement précises pour d'autres branches de sciences. Les hypothèses vont peut-être reposer sur des variables spécifiques dans une formule qui est en perpétuelle construction. Puis le protocole va devoir s'adapter à éliminer les inconnus pour essayer d'isoler la variable en tant que telle. Fait que ça va impliquer de gérer des températures, des pressions, des alignements, toutes sortes de choses. Et du point de vue là, des biosciences, la méthode elle pourrait être un petit peu plus large. Fait que mon hypothèse, ça serait peut-être pas une hypothèse traditionnelle. Peut-être que je vais partir avec un produit chimique, je vais d'un certain point de vue le faire muter dans une solution, puis là je vais sélectionner 10 de ces variantes, puis je vais tester différents paramètres sur ces variantes. J'ai pas nécessairement une hypothèse claire pour l'instant, à part que je cherche un produit proche de, disons, un médicament, puis je veux trouver une variante par hasard qui serait plus active ou qui donne moins d'effets secondaires ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas nécessairement de chercher quelque chose de spécifique. Encore là, la notion du tâtonnement dans les biosciences est là un petit peu. J'ai trop de variables. Je vais m'amuser avec toutes ces variables-là jusqu'à temps que je trouve quelque chose. C'est peut-être plus efficace que d'essayer de manipuler là, un petit groupe chimique jusqu'à temps que quelque chose fonctionne. Parce que dans les organismes vivants, ben, il y a énormément de choses qui peuvent tourner bien ou mal. Notre compréhension est loin d'être totale. À certains points de vue, c'est moins simple. C'est plus complexe que la physique des hautes énergies, même si les formules de physique peuvent apparaître extrêmement complexes. D'un certain point de vue, ils gèrent disons, une collision entre deux objets. Là. Est-ce qu'on pourrait dire que, admettons, dans certains champs de la science, comme la biochimie, il y a des problèmes à régler plus immédiats puis plus concrets que dans d'autres champs de la science, comme les mathématiques? Oui, forcément.
C'est sûr qu'on va... là, on est justement dans un contexte où on a des solutions immédiates à trouver pour un problème de santé majeur au niveau du globe. C'est possible que ça va guider la formulation des hypothèses puis le choix des méthodes employées. Par exemple, on a choisi d'homologuer des vaccins un petit peu plus rapidement qu'à l'accoutumée. Et puis... on a réussi à faire ça parce que notre processus de gestion de la qualité, l'homologation, l'acceptation des vaccins était, malgré que tout a ses problèmes, était malgré tout assez solide. Comme était assez solide, on pouvait se dire que dans une urgence, on a le droit de peut-être d'en exiger moins, de confirmer certaines choses plus tard. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher nécessairement en physique fondamentale. Physique fondamentale, selon ma compréhension, aime beaucoup ces modèles et ces formules, va essayer de les raffiner jusqu'à une compréhension la plus totale de la réalité. C'est entre autres ce qui fait que c'est aussi passionnant. Est-ce qu'il y a l'urgence? Pas nécessairement. Une différence qui était soulevée par Madame Cetina, c'est que cette science-là, c'est une science qui découle d'un événement qui est déjà arrivé, qui est l'invention de la bombe atomique, finalement. Son gros événement est déjà passé, puis là, on étudie les implications de cette découverte-là, si on veut. Quand on va vers les sciences biologiques, on dirait que le gros événement est toujours pas arrivé, il reste perpétuellement quelque chose à trouver. Il n'y a pas d'explosion atomique pour ce qui est de l'analyse génétique, si ce n'est peut-être d'avoir découvert la forme de la molécule, mais la quantité de questions supplémentaires que ça nous a apporté fait que c'est comme plus autant c'est plus aussi important. On dirait qu'il va toujours nous rester quelque chose à découvrir dans ce champ-là. Ben, en fait, quand on parle du savoir, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, peu importe dans quel champ. Ouais, c'est ça, c'est vrai de toutes les sciences, là. Quand on va du côté de la physique, on a l'impression, par contre, qu'on a étudié certaines échelles, puis ce qui reste à faire, c'est raffiner jusqu'à ce qu'on comprenne les autres échelles. Fait qu'on en tout cas, on a l'impression de bien comprendre la physique au niveau des objets qui sont gros comme notre corps humain. Et tout ce qui est énormément plus petit, ce qui est énormément plus gros, contient encore un paquet de mystères. Mais au bout du compte, nos modèles qu'on a découverts pour les objets, disons, standards, s'appliquent quand même assez bien, et même à l'extrême. Tout ce qu'on fait, c'est les raffiner pour que ça englobe tout le plus possible. De l'autre côté, puis ça, c'est pas forcément appliqué. C'est pas des sciences appliquées nécessairement. Évidemment, du côté là, de la génétique des molécules biologiques, on a toujours un objectif en tête qui est de produire quelque chose qui se vend, quelque chose qui va changer la vie au jour le jour. Ouais, mais ça, c'est une question structurelle, dans le sens qu'on vit dans un système qui veut qu'on ait des produits. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis j'ai essayé de formuler certains des énoncés aujourd'hui, pas dans le sens des découvertes nécessairement, puis du progrès scientifique là, d'un point de vue classique. Là. Comme peut-être je vais pouvoir retoucher à ce concept-là d'ailleurs. Parce que ces recherches-là, ils se feraient probablement pareil de toute façon. Peut-être juste pas de cette manière-là. Ouais, pas dans cet ordre-là aussi nécessairement. C'est ça. Je sais pas si un jour on va avoir tout recherché et tout découvert, on va connaître toutes les molécules possibles, mais c'est sûr qu'on doit trier sur le volet lesquels on étudie et surtout lesquels on étudie en premier. Et c'est quoi les compromis qu'on est prêt à faire pour avoir nos résultats plus vite ou plus lentement. Fait qu'effectivement, quand on n'a pas un objectif spécifique, on va chercher en toute précision en regardant chacun des cas jusqu'à ce qu'on ait possiblement tout découvert. Des fois, devant l'urgence, devant la nécessité ou juste devant l'appât du gain, on va chercher quelque chose de précis puis on va tout faire pour, peut-être d'une manière probabiliste, avoir une chance de trouver cette chose-là. Ce qui m'amène à poser la question de pourquoi on cherche ces choses-là fondamentalement?
comment ça a commencé puis pourquoi? Parce qu'on a l'impression souvent que les êtres humains sont juste comme faits pour poser des questions puis trouver des choses. Oui, ben c'est ça. Je pense que tu nous amènes tranquillement vers la philosophie, là. Les dernières questions nous conduisaient un peu vers l'exercice philosophique, puis c'est bien parce que à l'époque où on mettait en place d'une certaine manière la méthode scientifique, alors que ça n'avait pas nécessairement ce nom-là, la philosophie et la science c'était la même chose. Fait que en Grèce antique, on parlait des philosophes naturels qui ils observaient les concepts, ils observaient la nature. Et puis, à ce moment-là, ce qui est bien, comparé peut-être au contexte actuel, c'est qu'il y avait une différence fondamentale où on cherchait plutôt à justifier ce qu'on connaissait déjà, plutôt que d'essayer de découvrir c'est quoi, je sais pas, la prochaine pilule qui fait qu'on guérit l'humanité. On avait une certaine quantité là, de constats, des intuitions, des mythes, toutes sortes de choses qu'on désirait prouver ou infirmer, mais on n'avait pas nécessairement en tête le progrès scientifique dans le but de faire des fusées ou quelque chose comme ça. Là. Et forcément, certains avaient ces visées-là, mais je pense que le paradigme était complètement différent comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui dans beaucoup des branches des sciences. Dans le fond, le but de faire l'historique de la méthode scientifique, c'est justement de voir un peu ce que l'humanité a fait avec cette relation-là avec le mythe. Hein, le mythe des choses qu'on connaît pas, puis des explications qui ont toujours été là, mais que éventuellement on a choisi de considérer qui étaient pas valides ou pas utiles pour le travail scientifique. Puis là encore, utile, je vais essayer de revenir là-dessus parce que notre conception de ce qui est utile aujourd'hui est peut-être pas la même que celle qu'on avait à l'époque de ce qui est utile d'un point de vue des sciences. Fait que sans trop parler des Grecs, je vais continuer un petit peu avec le chercheur Alhazen qui, vers l'an 1000, a été connu pour vraiment révolutionner l'optique. Il y avait une façon de travailler en chambre noire qui avait permis de faire toutes sortes de découvertes ou trouver les justifications du comportement de la lumière. Et puis, ce qui le distinguait des autres, c'est sa rigueur expérimentale, son intention de tout régler par des expériences. Évidemment, il n'a pas fait que ça, là. Il a aussi utilisé juste de la déduction dans l'exercice de l'esprit, et c'est quand même quelque chose d'utile pour un scientifique. Mais il a comme mis en place l'espèce de canon méthodologique d'utiliser l'expérimentation comme le moteur premier là, de la découverte scientifique. Mais c'est pas toutes les disciplines qui peuvent rouler avec cette méthodologie-là. Juste à penser aux sciences sociales, je vais pas pouvoir mettre des humains sur une île pour faire une expérience sociologique. Je vais devoir tirer mes observations d'autres sources. Mais quand même, je pense que dans beaucoup des branches scientifiques qui sont enseignées à l'école, l'expérimentation, c'est l'un des moteurs principaux. Et c'est ça, on trace son utilisation quasi abusive à l'an 1000 avec Alhazen puis ses découvertes d'optique. Il a travaillé dans plein d'autres choses aussi à l'époque. Là. Encore là, à ce moment-là, je suis pas sûr qu'on disait l'optique. Là. Il y avait la science, il y avait la philosophie. C'était un peu... Il y avait un seul sujet, puis ça contenait toute la connaissance. Là. Ouais, ça, je pense qu'aussi, pendant longtemps... Les gens n'étaient pas spécialistes d'un domaine. Non, c'est ça, puis c'est normal à une époque où, d'une certaine manière, tout le savoir humain pouvait tenir dans une tête. Là. Peut-être à l'exception de connaître tous les livres au monde. Là. Connaître toute la fiction, par exemple. Mais ce qu'on connaissait des formules, de la géométrie, puis de la géographie, puis tout ça, ça tenait dans une tête. Il n'y avait pas nécessairement la nécessité d'avoir des spécialistes dans toutes les situations. Sinon, la suite de l'histoire, c'est que vers 1900, on a eu des séries de théories sur la science, puis la méthode scientifique, à savoir comment on était pour garantir la véracité de ce qu'on cherche. Et puis, on en est arrivé à se dire que
probablement les découvertes scientifiques, les mathématiques, si quelque chose est vrai, ça doit être démontrable. Sinon, c'est pas nécessairement utile. Si c'est pas utile, c'est que peut-être c'est absurde. Quelque chose comme ça. Fait qu'on avance qu'une théorie peut être seulement considérée vraie ou fausse s'il existe une expérience potentielle pour la vérifier. En soi, c'est une avancée fondamentale. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est que peut-être les mythes, les légendes, tous les trucs intuitifs qui parlent de choses surnaturelles qui sont pas vérifiables ne sont pas utiles pour le progrès scientifique. Fait que là, utile, on parle pas nécessairement encore de développer un objet spécifique ou de développer une formule spécifique pour faire un vaisseau spatial. On veut dire peut-être que ça générerait une connaissance qui peut emmener à une autre. Ça n'a pas tenu longtemps parce qu'à ce moment-là, il y avait une forte ébullition de théories sur c'est quoi la meilleure méthode scientifique. Là, on espérait à ce moment-là, dans ce qu'on appelle le monisme, qu'on aurait une espèce de théorie qui contiendrait tout, qui serait toutes les sciences en même temps, qu'on aurait la possibilité de tout comprendre à la fois. Puis, bon, peut-être aujourd'hui, on pourrait imaginer une méga formule qui contient tout l'univers, et puis si tu cherches la position d'un atome spécifique à une heure spécifique, tu vas pouvoir le trouver si tu rentres les bons chiffres dans la formule. Je pense qu'on imaginait d'une certaine manière que ce serait possible un jour éventuellement, ou qu'en tout cas c'était une belle œuvre de rechercher cet état-là par le progrès scientifique. Pour différentes raisons, il y a un chercheur qui s'appelle Karl Popper qui a décidé d'établir une méthode critique qui utilisait un peu la position contraire ou la réflexion contraire. Ce qu'il disait, c'est qu'une théorie, pour éviter d'être comme absurde ou inutile, elle doit être réfutable. Et ça garantit que ce que tu produis comme découverte scientifique peut amener à d'autres progrès, d'autres recherches scientifiques. Parce que dès le moment où ton hypothèse ou ton observation est réfutable, ça veut dire que quelqu'un peut continuer à travailler dessus. On considère qu'il n'y a pas de certitude absolue, finalement. Et ça, c'est quelque chose que les Grecs avançaient déjà. On peut pas être sûr de rien nécessairement parce qu'on appréhende tout à partir de nos sens. Donc, évidemment, on est obligé d'accepter là, que ça nous prend de l'air pour respirer, puis on est obligé d'accepter que si on réfléchit, on doit bien exister. Mais sinon, c'est d'arriver avec des constats qui peuvent être constamment vérifiés, qui peuvent constamment mener à d'autres choses. Sinon, si je peux paraphraser un peu ce qu'il disait dans son œuvre, les théories scientifiques doivent se distinguer des mythes parce qu'elles sont critiquables. Là, peut-être c'est un peu lourd et difficile à comprendre, mais ça veut dire que si je fais une expérience, je fabrique un bateau, je le mets sur l'eau, puis mon hypothèse, c'est que Dieu va faire flotter mon bateau. Mon hypothèse va être vérifiée. Donc, j'aurais plutôt dû arriver avec une hypothèse qui est réfutable au moins. Parce que peu importe ce qui va se passer avec mon bateau sur l'eau, je vais pouvoir dire que s'il n'a pas flotté, c'est parce que c'est Dieu qui l'a pas fait flotter. Il n'y a pas de réfutation possible, ça peut descendre à l'infini, c'est toujours la partie, la partie mythique qui passe par-dessus parce qu'elle n'est pas d'une façon inhérente critiquable. Ouais, il y a une volonté surnaturelle qui vient affecter le résultat. Mais ma théorie est vérifiée, là. Ouais, à cause de le truc qui est hors de la réalité qui vient affecter ton résultat. Exact. Fait que ça, pour moi, là, j'ai sauté beaucoup de moments là, de l'histoire de la méthode scientifique, mais pour moi, c'est un point là, crucial. C'est à peu près là où on en est rendu. C'est d'arriver constamment avec des résultats qui sont critiquables, qui peuvent être remis en question et qui peuvent même fonder des nouvelles sciences, essentiellement.
Je pense qu'on l'a vu un peu avec la psychologie qui a donné naissance à la psychanalyse parce qu'on a essayé de critiquer des trucs plus précis dans la psychologie. Bon, évidemment, le début de la psychanalyse, c'est quelque chose d'un peu bizarre, là. Ça a sorti, entre autres, de Freud et Jung qui ont été fortement critiqués, mais surtout les gens se sont dit, mais on est sûrement capable de faire mieux, puis ça a donné lieu à une science qui est peut-être plus complète. Mais je veux dire, on est encore présentement dans cette espèce de courant de pensée. Et puis, je sais pas c'est quoi le futur de la méthode scientifique, mais pour l'instant, ça nous semble assez satisfaisant. Ça permet un progrès intéressant. On voit les sciences s'étirer à l'infini puis proposer de nouvelles questions sans arrêt. Je pense qu'on a trouvé quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour que ça soit modifié? Ben, possiblement, mais il y a eu des avancées qui, même pour le public général, sont difficiles à comprendre. Mon exemple préféré de ça, c'est l'incomplétude des mathématiques. Pour ceux qui savent pas, quand on était à l'époque où on pensait que tout serait démontrable dans une espèce de système qui gouverne tout, on pensait aussi qu'en mathématiques, si quelque chose était vrai, c'était nécessairement démontrable. Et puis, je crois que c'est le chercheur Gödel qui a utilisé des ensembles puis des systèmes logiques pour démontrer que c'est possible qu'il y ait des hypothèses qui sont vraies et que les mathématiques pourront pas forcément prouver qu'elles sont vraies. Il n'y a pas assez d'outils à l'intérieur des mathématiques pour démontrer que des choses vraies le sont vraiment. Puis, il y a des mathématiciens qui ont passé toute leur vie à lutter contre ça puis à croire que c'était pas vrai. Et contre la raison d'ailleurs, parce que sa preuve est solide puis fréquemment vérifiée. C'est dommage, mais on pourra pas tout vérifier en mathématiques. Même si les mathématiques, c'est un peu comme la base des sciences, c'est la science inviolable qui est supposément toujours vérifiable, parce qu'on bâtit les définitions mathématiques de cette manière-là. C'est un peu l'objectif. Fait que comme on a ces petits problèmes-là de logique qu'on rencontre, c'est difficile de prévoir la progression de la méthode scientifique. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer des trucs du genre. On ne sait pas dans la physique des hautes énergies, des très petites particules, puis des trucs immenses, si on va rencontrer des événements où est-ce que, physiquement dans l'univers, il n'existe aucune technique pour voir qu'est-ce qu'on a envie de voir. Puis, c'est inquiétant, mais comme on a une infinité de questions, au moins il va rester de la science à faire quelque part dans l'univers qui est appréhendable. Fait que la partie d'espoir que tu peux nous offrir, c'est qu'au moins il va toujours avoir du travail à faire. Oui, c'est ça. Puis, même si un jour on peut tout prévoir, on n'est pas obligé de tout prévoir. Il peut nous rester la surprise. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Je pense que la suite de l'exposé, si on veut, ce serait d'aller dans des affaires plus spécifiques, un peu moins ésotériques, un peu moins philosophiques, puis quelque chose qui ressemble à du vrai travail que le technicien va faire dans son labo ou dans son bureau. Fait que tant qu'on était dans les mathématiques traditionnelles, je peux parler un petit peu de ce que c'est la méthode axiomatique. Je dirais que c'est pas mal le canon principal de l'étude des mathématiques. Et étant pas personnellement chercheur en mathématiques, je peux pas dire si y a pas si le modèle est pas contesté pour différentes raisons, mais en règle générale, les mathématiques, en tout cas traditionnelles, sont étudiées avec les axiomes. Un axiome, c'est une espèce de loi inviolable
et puis est bâtie pour l'être, finalement. Quand on conçoit les nombres de 1 à 9, les chiffres, je veux dire, de 1 à 9, on leur donne certaines propriétés dans notre esprit, puis le but, c'est que ces propriétés-là soient comme inviolables. Sinon, c'est qu'on a utilisé les mauvais mots. C'est important que 1 plus 1 donne 2, sinon on parle pas de la même chose. Et puis, c'est correct de pas parler de la même chose. Mais quand on fait nos définitions mathématiques, le but, c'est de parler de la même chose. Fait qu'il va falloir s'accorder quelque part. Donc, un axiome, ce serait justement que 1 plus 1 donne 2. C'est inviolable, ça se change pas, c'est toujours vrai, en autant qu'on fait des mathématiques traditionnelles, apparemment. On peut imaginer des mathématiques différentes où ces choses-là sont fausses. Et puis là, c'est bien parce qu'on va donner des nouvelles définitions aux choses, et dans ce contexte-là, ça va devenir des axiomes. Fait que là, à partir des axiomes vraiment de base, on peut définir que la formule pour trouver l'hypoténuse d'un triangle, c'est un type d'axiome. Qu'à partir de là, on pourrait faire une découverte un petit peu plus avancée sur, les hexagones, puis ensuite de ça, les polyèdres en 3D. Puis on pourrait sauter comme ça d'axiome en axiome, et puis donner des branches aux mathématiques tant qu'on s'est fondé sur des définitions solides. Évidemment, il y a toujours des chercheurs vraiment brillants qui vont arriver et qui vont nous dire que les définitions qu'on a choisies ne sont pas aussi solides que ce qu'on pensait. Là, j'ai pas d'exemple parce que je suis pas mathématicien, mais je sais qu'il existe des contestations majeures de certaines définitions qui ont donné des nouvelles branches de mathématiques, là, justement parce que quelqu'un est arrivé puis a dit « Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on dit le contraire? » Sinon, pour finir un peu avec la méthode axiomatique, on pourrait considérer que la physique, à la base, est un peu axiomatique. Et puis, il y a différentes raisons à ça, mais quand on simplifie la physique à sa plus simple expression, les atomes, les particules élémentaires, se promènent de façon relativement prévisible là, dans un vacuum. On a une idée assez spécifique de c'est quoi les interactions. Là, si on descend encore plus bas, oui, on rencontre la physique quantique qui peut-être est difficile à comprendre pour beaucoup, mais dans d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a des axiomes au niveau de la physique. Et puis, c'est sûr que les interactions deviennent vite complexes quand on sort un petit peu du domaine de la physique des particules, mais c'est pour ça qu'on utilise là, des modèles. La physique, c'est pas un peu comme des mathématiques appliquées? Oui, c'est souvent comme ça que j'aime le voir. C'est de mettre des objets sur les mathématiques, mais comme il faut pas sous-estimer à quel point les formules physiques élégantes sont en fait des sursimplifications des problèmes qu'on étudie, là. Fait que je vais y revenir avec la modélisation là, dans un point finalement, parce que je veux traiter un peu de l'expérimentation d'abord. Les axiomes, c'est la base des sciences d'une certaine manière parce que c'est la base des mathématiques. Mais ce qui est le moteur principal présentement, évidemment, c'est l'expérimentation. Même en mathématiques, on peut faire ça. Quand on veut prouver un concept, on a des fois des super ordinateurs qui sont capables de regarder tous les cas de figure de ces concepts-là. Donc, on est capable de prouver, par exemple, là, j'invente, là, mais disons, il y a 36 polyèdres réguliers. Là, je suis pas sûr s'il y en a 36. Mais si j'ai une propriété à vérifier là-dessus, au lieu d'essayer de faire un théorème très compliqué pour vérifier ma propriété, je pourrais potentiellement calculer mon paramètre sur tous les polyèdres réguliers parce qu'il y en a juste 36. Je sais qu'il n'y a pas un groupe infini de ces choses-là. Je pourrais y aller par tâtonnement, je pourrais y aller par expérimentation. Je pourrais utiliser un ordinateur pour calculer je sais pas quelle longueur sur tous les polyèdres réguliers dans toutes les conditions en leur faisant faire des transformations puis tout ça. Et puis, c'est pas la méthode traditionnelle pour faire des mathématiques. Normalement, on y va d'axiome en axiome, mais là, pour certains cas de figure spécifiques, je peux faire une expérience, je peux faire une simulation à l'ordinateur. Le but de l'expérimentation, je pense, c'est d'éliminer les valeurs, les variables. C'est de les isoler et de les faire varier d'une façon contrôlée où on est capable de voir les changements.
Donc, ça va être de prendre un gaz dans un contenant, puis de garder tout égal, tout pareil, sauf la température. Puis ensuite, de garder tout égal, tout pareil, incluant la température, puis faire varier juste la pression. Puis voir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça me donne comme interaction? Fait que n'importe quelle expérimentation qui est faite, elle va utiliser ce qu'on appelle des contrôles. On va essayer le plus possible de, par exemple, avoir des masses constantes. On va essayer de refaire la même expérience avec des contenants vides ou qui contiennent un produit qui est inerte, qui devrait rien se passer comme de l'eau. Fait que justement, si je fais une expérience où j'injecte quelque chose à des souris, nécessairement, il y a un groupe de souris qui va recevoir un produit qui contient rien, puis un produit qui contient ce que j'étudie. Souvent, dans ce cas-ci, ça va être de l'eau saline, là, pour un mammifère, ça tolère mieux là, les eaux faiblement salées qui sont à la température de leur corps que juste de l'eau pure. Puis qu'est-ce que la modélisation peut faire pour ça? La modélisation, ça va... on peut le voir comme un supplément à l'expérimentation ou une substitution à l'expérimentation. Donc, comme je suis pas capable de faire un test d'un nouveau médicament sur un humain parce que c'est pas éthique, c'est pas une très bonne idée. On considère qu'un humain c'est particulièrement précieux. On s'autorise des fois à utiliser des modèles animaux. Ça va me permettre de faire une expérience qui est autrement pas réalisable. Sinon, si je veux observer le comportement d'un météore, je peux pas forcément envoyer un météore dans le désert. Par contre, je peux faire une sphère en métal puis la lancer dans un bac à sable. Je peux regarder qu'est-ce que ça donne. Et puis, si j'ai assez d'espace puis assez de fond, je peux même envoyer ma boule de métal chauffer dans un énorme bac à sable avec les bonnes vitesses. Puis tout ça, je peux essayer de reproduire là, super fidèlement mon environnement. Puis essayer de faire ça dans un vacuum pour voir qu'est-ce que ça donnerait sur la Lune. Je peux utiliser des différents produits qui ont une masse qui est moindre, justement, pour essayer d'imiter la gravité de la Lune, bien calculer mes tailles de particules, puis tout ça. Puis de savoir si c'est utile de voir comment un cratère s'agrandit sur la Lune comparativement sur la Terre. Bon, c'est pas moi l'expert là-dedans, mais c'est un exemple de modèle qui montre qu'on peut utiliser les parallèles entre les choses pour réaliser des expériences qui sont finalement pas réalisables autrement. Encore là, en sociologie, des fois, on pourrait utiliser des modèles animaux comme le rat pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner chez l'humain. C'est sûr que c'est mieux d'utiliser les données qui viennent des humains parce qu'il y a encore plus de variables d'un point de vue humain. Là. Nos sociétés sont pas vraiment bâties comme celles des rats. Les modèles sont super utiles en physique. C'est beaucoup ça qui permet de générer des formules en physique qui sont élégantes. Par exemple, l'interaction d'une pomme avec la gravité a une formule super belle, élégante et facile à utiliser, super enseignable à des jeunes à l'école, parce que elle suppose que la pomme, c'est un point unique qui n'a pas de dimension, de couleur et d'interaction. C'est un modèle, finalement. C'est important, des fois, de se le dire que la formule est belle et fonctionne bien, entre autres, parce qu'on considère que la pomme qui tombe, c'est un espèce de point mathématique qui suit une loi immuable. Et puis, c'est super proche de la réalité. Mais si je voulais, je pourrais essayer de calculer l'influence de la pleure puis de comment la masse est distribuée dans la pomme. L'idée, c'est que finalement, ça serait peut-être pas très important parce que même si j'établis comme c'est quoi la couleur avec un colorimètre, des bonnes chances qu'elle tombe exactement à la même vitesse quand même. Fait que le modèle, c'est d'enlever aussi les choses qui sont pas utiles au problème. Comme l'expérimentation, c'est d'isoler des variables, le modèle aussi sert à isoler des variables à sa façon. Mais, disons que le modèle est un peu plus hypothétique, va utiliser les mathématiques un peu mieux, quand l'expérimentation va y aller plus par tâtonnement, à sa façon. Si je veux résumer beaucoup, là, je pense que ça fait une belle histoire.
On parle souvent là, des différentes sciences, comment elles interagissent. Un outil qui est super séduisant dans l'étude des sciences, c'est de voir qu'est-ce que c'est le réductionnisme. Donc, j'ai réalisé par moi-même avec le temps que les sciences étaient imbriquées dans une espèce d'arbre. Et puis ça a un nom, c'est le réductionnisme. C'est de considérer que toutes les sciences sont en fait une seule et même chose, mais à différentes échelles. Fait qu'une bonne façon de l'expliquer, ce serait de dire ok, les mathématiques, ça fait des liens entre des choses hypothétiques, mais tu peux les appliquer à des objets physiques. Comme la première science, ce serait les mathématiques, après ça, ce serait la physique. À partir de la physique, tu pourrais définir le comportement des atomes, et puis montrer que leur physique fait que ça forme des molécules. Et dès le moment où tu as des molécules, peut-être de les considérer d'un point de vue physique, c'est plus autant utile, mais là, tu pourrais les étudier d'un point de vue chimique. Parce qu'à cette échelle-là, tes modèles, ils vont être simplifiés pour faire un travail peut-être plus efficace, plus utile, dans le cadre de produire là, des nouvelles inférences, déductions, hypothèses. Fait que là, tu vas monter puis faire de la chimie. À un moment donné, peut-être tu vas commencer à faire de la biochimie ou de la biologie cellulaire parce que tu veux étudier les molécules dans un sens plus large, ou bien des molécules qui sont très très grosses. Fait que là, la chimie est capable d'expliquer toutes ces choses-là, comme la physique est même capable d'expliquer toutes ces choses-là. Mais la taille de la formule puis le nombre d'implications que tu dois calculer, considérer sans arrêt, fait que le travail est plus autant utile. Donc, tu crées comme une nouvelle science. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les sciences se sont pas créées dans cet ordre-là nécessairement. Là. On a fini par les rattacher ensemble par le réductionnisme, mais à mesure qu'on monte dans ces sciences-là, on finit par... après ça, tu as la biologie, après ça, tu as l'écologie, ensuite... une fois que tu es arrivé là, ben tu dis, il n'y a pas juste la vie, il y a aussi les choses à côté. Fait que la géologie, tectonique des plaques, et ainsi de suite. Là. Les sciences sont organisables dans soit une arborescence ou une hiérarchie quelconque. Elles ne sont pas forcément organisées par elles-mêmes, mais elles sont organisables d'un point de vue de compréhension. C'est un processus utile de les organiser pour trouver comment ça se relie. Où est-ce que ça se touche. Et puis, un petit peu comme le monisme qui voulait qu'il y ait une espèce d'unité là, de toutes les sciences ensemble en une seule et grosse patente. Il y a le concept de consilience, qui une fois que tu as le point de vue réductionniste d'organiser les sciences, la consilience, c'est de voir là où ça se touche. De voir que malgré la séparation, il y a aussi une certaine unité. Fait que réductionnisme et consilience des sciences, ça permet de faire un genre de pyramide. Et ça permet aussi que quand tu étudies un domaine particulier, tu puisses consulter avec des scientifiques d'un autre domaine pour essayer d'avoir des éléments de réponse qui sont différents, des fois plus précis, des fois aussi produire des hypothèses un peu plus larges. Des fois, ce qu'on découvre dans un domaine, finalement, est applicable à un autre. Et puis, je pense que c'est un peu un mauvais exemple, mais si on parle juste de techniques scientifiques, on a créé un logiciel pour essayer de reconnaître les constellations dans le ciel, puis peut-être comme les classer ou quelque chose comme ça. Mais on a réalisé que c'était particulièrement utile pour reconnaître des requins tachetés les uns des autres d'un point de vue de la biologie. Parce qu'ils sont tachetés un peu en constellation, puis il y a un logiciel qui est capable de faire des liens, puis si on veut de les gérer comme des codes barres, est capable de reconnaître un requin d'un autre avec une grande précision. Fait qu'un truc important, c'est la reproductibilité. Ça, c'est un outil méthodologique super important. Quand tu fais une expérience ou quand tu utilises un modèle, tu fais un peu varier les conditions, mais normalement, quand tu remets toutes les mêmes conditions, tu devrais avoir à répétition le même résultat. Si tu réussis pas à avoir tout le temps le même résultat avec tes mêmes paramètres, c'est qu'il y a un paramètre que tu connais pas qui fait influencer ton expérience ou qui, si on veut, qui brise ton modèle. Ton modèle devrait être soit plus général ou plus spécifique.
Donc, reproductibilité, ça peut être des affaires simples du genre je vais peser différents objets sur une balance avant et après un certain processus. Puis quand je refais toujours le même processus, ben des fois mon objet n'a pas la même masse. Là, il faut que je regarde peut-être moi-même si j'ai, par exemple, si la patte de ma balance est à la bonne hauteur, parce que peut-être mon installation d'expérimentation elle bouge. Ça va faire que ma masse va sembler changer. Donc, avec moi-même, j'ai une certaine reproductibilité en tant que technicien qui doit s'imposer. Et puis, quand j'ai une bonne reproductibilité avec moi-même, je peux demander à un partenaire de faire la même expérience, et puis là, il devrait arriver lui aussi au même résultat. Et là, ben peut-être qu'on réalise que moi j'avais des gants, lui avait pas de gants, son gras de doigt sur les objets va faire varier la masse. Là, ça va être un outil pour perfectionner l'expérience. Peut-être pas perfectionner le modèle dans ce cas-ci, là, parce qu'on utilise des objets physiques. Mais passer ça veut dire que mon expérience, quand j'ai un résultat, je devrais la passer à un autre laboratoire, devrait pouvoir refaire la même chose. Il devrait pouvoir refaire la même chose, mais la refaire avec des techniciens qui nous connaissent pas et avec une autre marque de balance, avec des objets qui ont été fabriqués ailleurs, mais qui devraient être pareils. Et puis, ça, la reproductibilité en contrôle de la qualité, c'est fondamental. Des fois, les gens se demandent si les techniciens vérifient les choses qu'ils font, comment ils savent qu'ils détiennent la vérité quand ils prennent des mesures. C'est parce que la reproductibilité est vérifiée constamment. Il y a des calibrations quotidiennes sur un paquet de choses, puis il y a des organismes de normalisation qui vont vérifier ces choses-là. Fait que, outil super important. Le double aveugle, c'est le prochain sujet, mais c'est aussi une méthode qui est utilisée beaucoup pour l'étude des médicaments. On est souvent tous au courant de l'effet placebo. On va utiliser la méthode du double aveugle pour essayer de contrer l'influence de l'effet placebo, ou plutôt en vérifier l'existence ou l'inexistence. On va donner à des patients un produit actif. Et pour le faire en double aveugle, c'est important que ni le patient ni l'expérimentateur ne sachent qui reçoit le produit actif. On est même capable de faire du triple aveugle. Et puis dans cette condition-là, c'est que la personne qui va faire l'analyse des données ne devrait pas être au courant de ce qui va être donné à qui. Reçoit des données, fait les calculs, fait une analyse statistique, c'est tout. Parce que si tu sais qu'est-ce que tu donnes ou qu'est-ce que tu reçois ou qu'est-ce que tu analyses, tu vas mettre un biais sur les résultats ou sur tes observations. C'est ça. Ça peut être inconscient, ça peut être conscient. Mais l'idée, c'est qu'on veut réduire, si on veut, la tentation de modifier un petit peu les conditions. Des fois, là, ça peut être vraiment, vraiment inconscient. Je vais peser un contenant avec de l'eau et puis je sais que je veux atteindre une certaine masse. C'est possible comme que ma petite goutte de plus qui a tombé, qui n'est pas nécessairement gérée par mon protocole expérimental, ça dit de mettre 5 ml, puis là, il y a comme une goutte qui est tombée, je vois la ligne, je considère que c'est encore 5 ml. Là, il y a une marge de manœuvre. C'est possible que cette petite goutte-là fasse varier quelque chose. Puis si je sais que mes masses sont bizarrement basses aujourd'hui, qu'aujourd'hui je l'accepte, la goutte. Puis qu'une autre fois, j'accepterai pas nécessairement la goutte parce que là, je sais que mes masses, ils sont belles aujourd'hui. Et ça, c'est important que ces petites considérations-là soient pas couplées à mais là je sais que le produit est supposé marcher là, fait que comme me semble que ma validité statistique, j'ai le droit d'être un peu moins rigoureux dessus là. Faut être sûr que la tentation soit pas là. Sinon le reste des objets de la boîte à outils, c'est pas nécessairement des techniques spécifiques, mais c'est des choses intéressantes qui pour la personne moyenne peut être intéressant à savoir sur comment on travaille. Par exemple, comment
on classe et on effectue le progrès scientifique quand on a des connaissances puis on doit les organiser. Qu'est-ce qui fait que les choses qu'on sait sont vraies puis pourquoi, selon des fois la personne moyenne, de toute façon ça donne rien, la science ça arrête pas de changer. Le processus principal qu'on a aujourd'hui pour gérer tout ça, c'est la publication scientifique. Et puis ça m'a pris plusieurs années à savoir ça, mais les journaux scientifiques, c'est comme le véhicule principal pour amener la connaissance aux gens d'un champ particulier. Il y a des très grandes revues comme Science ou Nature qui sont relativement généralistes, qui vont avoir des articles d'un peu partout puis qui sont les plus renommés. Mais il y a aussi des journaux scientifiques qui s'appellent des affaires de fous du genre il y a Organométallique, c'est pas très difficile à comprendre, mais il y en a avec des noms à rallonge à pu finir là, qui disent spécifiquement qu'est-ce qui est supposé avoir dans ce journal-là. Le journal peut s'appeler comme l'influence du sel sur les organismes marins à basse température en haut du cercle arctique et ainsi de suite. Là. Il y a des journaux scientifiques très spécialisés. Puis il y a quelques chercheurs qui vont utiliser ce journal-là, mais ils vont avoir évidemment les meilleures nouvelles sur leur sujet. Et puis quand on veut avoir un prix Nobel, il faut être publié dans ce type de revue-là. Ça implique que la publication scientifique va avoir une espèce de contrôle qualité, elle aussi. Il y a l'édition. Fait qu'un éditeur et ses lecteurs vont recevoir plein d'articles, vont sélectionner les meilleurs, puis ensuite vont les soumettre à un autre processus qui s'appelle la critique par les pairs ou le peer review. Et là, des gens, idéalement du champ d'études en question, vont dire si la méthodologie est conforme à ce qu'ils connaissent, s'ils pensent que l'analyse statistique respecte des normes qui ont du sens. Et puis si les hypothèses et les conclusions ont été faites en respectant le reste du design de l'étude. Si chaque ligne contient la bonne citation. Quand on fait un article scientifique et qu'on dit mais tout le monde sait que les oiseaux volent, ça prend une citation. Évidemment, là, j'exagère un petit peu, mais normalement, quand on arrive avec un énoncé, ça prend un autre article scientifique qui le démontre. Mais justement, le peer review et les publications scientifiques, c'est comme controversé récemment. On n'a pas vraiment le temps d'en parler, là, mais... C'est ça, ça fait longtemps quand même. J'aurais fini par en parler. Le peer review, c'est super critiqué parce que apparemment c'est nécessaire. Ça s'impose de soi que ça doit être fait. Mais personne n'y voit d'avantage et tout le monde y voit des inconvénients. Il n'y a personne qui s'entend sur comment ça devrait vraiment marcher. Et donc, souvent, ce qu'on soupçonne, c'est que l'éditeur envoie les articles à ses meilleurs amis qui font ça sans salaire, qui renvoient les articles, puis ils font de leur mieux avec sincérité, souvent. Mais les gens qui ont fait des études là-dessus ont pris des articles qui étaient supposément super bons, qui ont eu des peer reviews vraiment bonnes, les ont renvoyés à d'autres éditeurs, puis sont arrivés avec plein de critiques. Apparemment, le processus actuel de peer review est pas vraiment meilleur que d'utiliser un pile ou face pour déterminer si les articles sont bons. Fait qu'on est devant un genre de problème au niveau de ça. Il y a aussi des articles vraiment qui ont été réétudiés par un bassin de réviseurs assez intense pour déterminer que cet article était vraiment pas bon puis il aurait jamais dû passer devant personne, mais ça a quand même passé dans des grandes revues. Fait que oui, c'est prévisible qu'un processus géré par des humains va à l'occasion laisser glisser là, des navets. Mais il y a aussi une course à la publication apparemment parce que c'est ça qui fait comme vivre le monde scientifique, fait que les gens ils se sentent obligés de produire. C'est ça, c'est comme ça que tu as ton prix Nobel. Oui. Donc, oui, peut-être à l'occasion, tu vas sauter des étapes, mais tu vas écrire ton article d'une façon qui montre une objectivité sans reproche, puis qui va peut-être plaire aux réviseurs. Ou peut-être que tu connais les réviseurs. Ça peut arriver aussi.
En règle générale, je suis pas certain que les critiques qu'on fait à ces méthodes-là doivent miner la confiance qu'on a dans la communauté scientifique, disons en général, entre autres parce que les problèmes que ces processus-là contiennent sont connus, sont étudiés, puis il y a des actions qui sont posées. Je pense que les gens qui critiquent le plus vont dire que les actions qui sont posées sont pas suffisantes, que l'étude du problème aussi est insuffisante, puis que c'est ignoré par trop de chercheurs encore aujourd'hui. Et puis, ouais, je pense que ça se soutient facilement. Mais ça, le peer review, c'est un élément de toute la méthode scientifique. Que cet élément-là soit un peu faible, c'est dommage, mais je pense pas que ça mine le processus scientifique au complet. Ça mine pas l'entreprise scientifique. Ouais, c'est ça. Et puis, je vais terminer là, l'exposé tantôt avec une des raisons pourquoi. Tantôt, je parlais des mesures qu'on fait. On oublie souvent, là, mais dans toute la méthode scientifique, faire une mesure, ça constitue une méthode très spécifique. Là. Ça demande un équipement qui a été calibré, ça demande un spécialiste qui sait comment son équipement fonctionne, qui connaît ses limites, qui connaît son incertitude. Et puis des fois, la personne n'est pas un spécialiste de cet équipement-là, mais elle va pouvoir être formée par quelqu'un qui l'est. Et ça, faut pas juste penser que ça arrive par magie puis la balance vient avec un livre d'instructions. Non, il y a des organismes qui gèrent ça. Et puis ces organismes-là gèrent aussi plus de choses. Mais premièrement, je vais nommer qu'est-ce qu'ils font. Ça s'appelle la normalisation. Quand une entreprise dit qu'elle est ISO quelque chose, c'est qu'elle utilise une norme qui est gérée par un organisme de normalisation. Puis ISO, c'est international, mais il y a des organismes plus locaux qui vont s'assurer de l'application des normes ISO. Souvent, les laboratoires sont comme responsables de leur propre application des normes ISO. Ça implique que dans leur pratique, ils vont se donner à échéance régulière, 3 fois par année, 1 fois par année, que quelqu'un vienne les inspecter pour leur donner leur certification. Et ils vont s'obliger à envoyer leurs appareils, se faire calibrer, puis ainsi de suite. Et puis je pense que le public en général ignore que c'est super réglementé, entre autres parce que c'est un peu auto-réglementé. Oui, la personne qui est le propriétaire de l'entreprise veut pouvoir écrire sur le mur dehors qu'on est ISO 17000 quelque chose. Et puis c'est lui qui doit faire planifier par une équipe toutes ces choses-là. Mais essentiellement, un coup c'est parti, les acteurs vont faire différentes recommandations. Les organismes de normalisation vont comme surveiller d'en haut. C'est sûr qu'ils sont pas la police. Ils vont pas arriver pour faire normaliser les choses avec une équipe de choc. Mais ça devient, à mesure que les gens respectent les normes, ça devient de plus en plus difficile d'arriver avec des résultats qui sont non conformes et qui sont pas surveillés sur, disons, ce que l'entreprise fait, le laboratoire fait qui est important, qui nécessite de la précision. Fait que la normalisation, c'est l'ami de tout le monde. Et puis, ça gère, oui, la précision des mesures, mais ça gère aussi la validité des techniques. Fait que le technicien va travailler avec une norme qui lui indique c'est quoi les étapes qu'il doit utiliser pour réaliser son travail. Et puis, à l'occasion, il y a des passages qui peuvent être un petit peu plus flous. Mais ce qui est vraiment bien du processus de normalisation, c'est que quand le technicien se rend compte que c'est flou et qu'il y a place à l'amélioration, il va pouvoir proposer des améliorations. Là, son chef d'équipe va pouvoir les mettre dans un registre. Puis éventuellement, on va se conseiller, puis on va mettre les améliorations dans la norme. On va les faire accepter par l'organisme de normalisation. Et puis, si ça doit intégrer la norme internationale, peut-être ils vont le faire. Souvent, ça va peut-être être juste comme l'instruction là, de secteur pour le laboratoire en particulier. Eux, ils veulent ajouter une précision pour eux-mêmes. Mais des fois, ça peut remonter assez haut. C'est tout connecté au final par le ISO, comme on appelle.
L'analyse statistique, j'aime beaucoup ce point-là parce qu'il y a des gens des fois qui disent que quand tu as des chiffres, quand tu as des données, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Et puis, effectivement, tu peux utiliser des chiffres pour leur faire dire n'importe quoi, mais quand tu es moindrement versé en analyse statistique, si quelqu'un fait dire n'importe quoi des chiffres, tu vas pouvoir lui dire qu'il dit n'importe quoi avec ces chiffres. Donc, il y a toutes sortes de règles qu'on peut appliquer aux statistiques. On peut les classer pour les mettre dans des proportions puis dire mes données sont véridiques 19 fois sur 20. De temps en temps, j'en ai une qui est en dehors et puis celle-là, c'est celle qui m'a échappé. Je peux chercher les raisons, mais en règle générale, ma recherche que j'ai faite est valide parce que j'ai juste ce point-là qui est sorti. Et puis, je peux faire une étude supplémentaire pour dire pourquoi ce point-là est sorti. Des fois, ça va être des affaires super simples. Des fois, ça va être des trucs très mystérieux. Mais l'analyse statistique, c'est pas complètement vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Il suffit juste de savoir ce que les chiffres veulent dire et où le n'importe quoi peut surgir, façon de parler. Il faut juste bien classer les différents concepts qui sont analysés par la statistique et à ce moment-là, ça devient un petit peu plus clair. Faut essentiellement se poser les bonnes questions. J'ai réalisé que la méthode scientifique était utile dans ma vie quand j'ai fait pour la première fois un cours sur la lecture de publications scientifiques à l'Université de Montréal. On nous a présenté un exercice avec un article qu'on devait critiquer. Et puis, moi, j'étais habitué de lire Québec Science et toutes sortes de choses. Fait que j'ai lu cet article-là. Pour moi, ça avait l'air convaincant. Puis là, on nous demandait comme de voir si on formulerait des critiques ou qu'est-ce qu'on avait à dire sur l'article. Moi, j'avais dit que c'était satisfaisant et que tout était bon, finalement. Et j'ai eu une très mauvaise note parce que cet article scientifique-là était vraiment pas très bien élaboré, finalement. Il avait été sélectionné par l'équipe de professeurs pour nous montrer que les articles scientifiques peut-être paraissent bien, mais peuvent contenir différents écarts avec ce qu'on pourrait appeler la méthode scientifique parfaite qu'on essaye tous d'atteindre. Ce qui est bien pour le public en général, c'est que tout le monde est capable de critiquer un article scientifique. Évidemment, ça se peut que ça vous demande d'aller chercher un petit peu plus sur le domaine en question, mais en règle générale, les gens lisent les découvertes scientifiques, voient un graphique, portent pas trop attention, se disent « Ok, ça a l'air d'une courbe » et continuent. Des fois, il suffit juste de regarder exactement la forme du graphique pour réaliser que finalement, le chercheur me dit que il y a une corrélation positive, mais on voit très bien que les points sont disposés plus ou moins en forme de carré, donc son analyse est particulièrement optimiste, par exemple. Des fois, on voit juste pas la droite. On comprend qu'il a indiqué ses chiffres et puis techniquement, il y a une corrélation puis ça a du sens. Mais la personne néophyte du domaine est probablement capable de voir que on essaie un peu d'en passer une petite vite sur cette découverte-là. Comme il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et puis, si vous ne vous sentez pas à l'aise à critiquer les articles scientifiques, il existe un outil supplémentaire qui s'appelle les revues d'articles. Si vous cherchez si l'aspartame c'est dangereux pour vous, je vous conseillerais d'aller lire une revue d'articles scientifiques sur les édulcorants hypocaloriques. Puis là, vous allez voir non seulement qu'il n'y a pas juste l'aspartame dans la vie, il y en a plein, il y en a des dizaines, mais en plus, il y a des chercheurs qui sont calés dans le sujet, qui vont avoir classé plein d'études. Ils vont avoir idéalement classé toutes les études sur le domaine, ils vont les comparer, ils vont les faire se battre, ils vont faire la synthèse, puis ils vont vous dire, les 15 études sur l'aspartame vont toutes dans un certain sens, à part une, et pour telle raison. Et vous allez pouvoir vous faire une tête avec, si on veut, leur conseil d'experts sur c'est quoi la réponse à cette question-là. Quand vous faites vos recherches sur Internet pour savoir si les vaccins c'est bon ou non, ça va être bien d'aller regarder des revues d'articles scientifiques pour comparer des dizaines, des vingtaines, des centaines d'études sur le sujet. Et puis, je dirais aux gens de jamais se laisser trop influencer, mais aussi à l'occasion de reconnaître les nuances qu'un expert peut apporter.
Fait que c'est ce que ce cours-là m'a permis de déterminer de concluant dans ma vie. As-tu d'autres choses à rajouter? Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. La boîte à outils est infinie. Il y a énormément d'autres canons méthodologiques, d'autres techniques, d'autres méthodes scientifiques au pluriel. Je pense que ça donne un paquet de choses à réfléchir pour la personne qui veut savoir c'est quoi comment un technicien travaille, comment un chercheur travaille. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Je suis content d'avoir été invité. Ça fait plaisir de t'avoir, puis j'espère que ça va éclairer des gens qui ont des questions.